Aujourd'hui, je vais m'adresser vraiment à toutes les beautypreneurs, que tu sois PO, lèche-tech, coiffeuse, maquilleuse, esthéticienne, peu importe. J'aimerais bien qu'on parle d'un petit sujet, parce qu'en ce moment, je vois énormément de posts qui dénoncent en fait la même chose. Il y a énormément de vidéos qui pointent du doigt en ce moment le fait qu'il n'y a plus de clientes. Du moins que c'est très compliqué d'avoir des clientes et que les hautes saisons ne sont plus des hautes saisons et que les périodes creuses sont quasiment là toute l'année, quoi. Déjà, pour commencer, je suis désolée si ça vous arrive. Et pour vraiment être honnête avec vous, j'ai pas l'impression que ça date d'hier. Moi, j'ai arrêté les prestations il y a maintenant 2 ans. Et je sais qu'il y a déjà 2 ans, j'avais aussi ce ressenti. Quand on comparait, et je pense plus que même c'est à cause depuis le Covid même. J'ai même envie de vous dire ça parce que j'ai aussi ressenti ce truc où avant ta haute saison, tu devenais asthmatique. Clairement, tu devenais asthmatique. T'avais même pas le temps de te lever, de respirer, d'aller à droite, à gauche. T'avais des clientes de partout. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, eh ben non. Franchement, faut un peu plus se forcer pour aller pour trouver des clientes, c'est un peu plus compliqué, etc. Donc, euh, donc je vous comprends. Mais si vous voulez, aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin que de se dire, c'est juste dur. Ouais, en ce moment, c'est dur, d'accord. Mais j'ai envie, en fait, qu'on comprenne pourquoi c'est dur. Et surtout, j'ai aussi envie qu'on se pose la question de est-ce que c'est vraiment un manque de clientes ou alors est-ce que c'est autre chose? Et je vais pas faire de suspense ou autre, je vais vous donner mon avis et j'attendrai aussi le vôtre. Vous me direz si on est sur la même longueur d'onde ou non. Mais moi, mon avis sur la chose, il est gris. Il est ni noir ni blanc, il est gris. Il y a une partie de moi en fait qui se dit que en ce moment c'est dur. C'est vrai que le pouvoir d'achat des clients il a baissé, les clientes elles font beaucoup plus attention, il y a la concurrence qui a explosé, etc., etc. Mais il y a une autre partie de moi, euh, il y a une autre partie de moi en fait qui se dit qu'il y a toujours des clientes. En réalité en fait elles sont là. Les clientes, elles sont toujours là. Il y a toujours de la demande, mais en fait, elles consomment juste plus pareil. Je pense qu'actuellement, qu'en 2026 et plus que jamais, on est rentré tout simplement dans une nouvelle ère. Les habitudes de consommation, elles ont changé. Les clientes, elles comparent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus exigeantes, elles veulent plus qu'un simple rendez-vous, qu'une simple prestation. En fait, elles veulent vivre une expérience. En fait, elles veulent une expérience, elles veulent une marque, et elles veulent de la confiance. Et pour celles qui me suivent, du coup, depuis un moment, je vous en parle depuis des années de tout ça. Il va falloir professionnaliser vos beauty business pour pouvoir perdurer. En fait, ça ne suffit plus d'avoir un bon savoir-faire. Il faut aussi maintenant savoir le monétiser. En réalité, en réalité, selon moi, il a toujours ça. Enfin, de toute façon, t'es entrepreneur, il faut que tu puisses monétiser ton savoir. Mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est la vérité. Et selon moi, c'est un mal comme un bien, mais je vais vous expliquer. Déjà, on va faire une petite mise en contexte. Et je vais vous donner des vrais chiffres pour qu'on parle en fait concrètement. Désolée, je regarde un peu en bas parce que j'ai mes notes. Alors, déjà, les filles, on est en France. Déjà, on est en France. On est dans un pays où les métiers de l'esthétique n'ont jamais été valorisés. On va être honnête, avant, quand tu disais que tu faisais un CAP esthétique ou tu étais dans l'esthétique, etc., c'était mal vu. T'étais une cassos, t'étais pas bonne à l'école, c'était aussi une classe poubelle. Enfin, voilà, ça n'a jamais été en fait un métier valorisé. Pas du tout même. Enfin, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été des métiers valorisés. Et c'est triste à dire, mais malheureusement, c'est la réalité. Et puis, il y a eu une époque où les gens, ils ont compris, et ils ont surtout vu, que tu pouvais en fait très bien gagner ta vie dans ce secteur. Et ça, c'est grâce en fait à l'avènement des réseaux sociaux. Et de surcroît, TikTok, selon moi. Là, c'est vraiment selon moi. Depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, on voit tout. On voit les réussites, on voit l'argent que ce secteur génère. Moi, j'ai pas de tabou sur ça. On voit les carnets pleins. On voit les investissements, on voit les business, on voit les carrières qui explosent, etc. On voit la belle vie. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a commencé en fait à ancrer les réseaux sociaux dans nos quotidiens et à pouvoir aller voir ce qui se passe chez le voisin tout en restant chez soi, et ben en fait,
il y a plein de personnes qui, tout simplement, en fait, elles se sont ruées sur tous les métiers de l'esthétique. Parce que c'est vrai qu'avant, quand tu faisais de l'esthétique, c'était par passion, ok? C'était par passion. Quand je dis ça, il y a rien de mal dedans parce que moi-même, je n'ai pas atterri dans l'esthétique par passion. Ça, je l'ai toujours dit sur ma chaîne, je m'en suis jamais cachée. J'ai atterri, en fait, dans la beauté par pur hasard. Vraiment par pur hasard, en 2018. Juste avant le Covid. Et donc, je vous disais que depuis qu'on arrive à voir tout ce qui se passe dans les métiers de l'esthétique, etc., t'as énormément de personnes qui se sont en fait ruées sur les métiers de l'esthétique. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on comptait environ 58 000 entreprises dans le secteur des soins de beauté en France. En 2024, 137 000. On a en fait plus que doublé en 4 ans. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a 9 créateurs sur 10, donc créateurs d'entreprise sur 10, qui choisissent le statut de micro-entrepreneur. Ça veut dire pas de local, pas de salarié, pas de structure trop lourde, etc. En fait, les filles, elles ouvrent, les filles ou les mecs d'ailleurs, ouvrent une micro-entreprise, ils lancent leurs réseaux sociaux et basta. Il n'y a pas tous les trucs de comptable, tous les trucs casse-tête que demande une société. Et si je dois faire un focus uniquement, par exemple, sur le côté onglerie, spécifiquement, le nombre d'ongleries, il a augmenté de 63% à Paris et de 101% dans les Hauts-de-Seine, entre 2017 et 2024. Ça veut dire que dans le 92, ça a doublé. Ça a littéralement doublé. Donc en fait, quand tu me dis que la concurrence, elle est rude, oui. Surtout en Île-de-France, ça on va même pas se mentir. Tu me donnes d'autres zones ayant été côté Suisse, etc. Je peux te dire que t'es chill, t'as ta place à te faire à l'aise. Mais c'est vrai que Île-de-France, c'est... Voilà. Et les chiffres en fait que je viens de vous donner, ils confirment en fait tout ça. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Mais selon moi, encore une fois, quand il y a de la concurrence, c'est que c'est un marché qui est porteur. Sinon, il y aurait pas de concurrence. S'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Maintenant, donc ce que je vous disais, maintenant, en fait, dans toute cette vague en fait de personnes qui se sont ruées vers les métiers de l'esthétique, on va en fait déceler 2 profils. Grossièrement. C'est très grossier là ce que je vais faire. C'est vraiment très grossier, ok? Donc, on a eu vraiment 2 gros profils et en fait, c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que ces 2 profils que j'ai dessinés dans ma tête, en fait, ces 2 profils de beautypreneurs, en fait, elles s'opposent, mais elles se complètent à la fois. À mon sens, elles ont, dans le bon comme dans le mauvais, à chacune, en fait, redessiner le marché de l'esthétique à leur manière. Donc, selon moi, et comme je vous ai dit, c'est très grossier, donc c'est pas, voilà, mais c'est grossièrement pour que je puisse, en fait, vous illustrer un peu mes idées. D'un côté, selon moi, on aura, en fait, celles qui ont pris le truc au sérieux, ok? Donc, on va les appeler les bonnes beautypreneurs. Elles ont pris le truc au sérieux, elles ont fait des formations, elles ont créé leur entreprise, elles ont investi dans des produits et dans du matériel de qualité, elles ont construit en fait un vrai business, un vrai truc carré avec l'amour du métier ou l'amour du business, enfin voilà, l'amour du service à la personne, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas avec toute la bonne volonté du monde. C'était vraiment envie de faire du service à la personne, envie de faire de la beauté, envie d'embellir les clientes, etc. En fait, il y a un certain amour à des degrés potentiellement différents, parce que tu as des passionnés, t'en as qui le sont pas, mais qui apprécient juste. Et ben en fait, voilà, elles ont construit un vrai truc carré. Et de l'autre côté, on a les mauvaises beautypreneurs, entre grosses guillemets, c'est vraiment pour caricaturer la chose, je le répète. Et de l'autre côté, en fait, on a celles qui sont venues uniquement que pour l'appât du gain. Et en fait, elles n'ont pas fait de formation, elles ont acheté des produits pas chers, de mauvaise qualité, elles travaillent au black. Et en fait, très vite, on a vu que l'amour du métier, pour les mauvaises beautypreneurs, en fait, il n'était pas du tout au centre de tout. Comparé aux bonnes beautypreneurs où vraiment l'amour du métier, l'amour de satisfaire les clientes, etc., il était au cœur du métier. Là, tu as les mauvaises beautypreneurs qui, elles, en fait, on voit très bien que c'est pas l'amour du métier, c'est pas l'amour du business, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour en fait, je sais même pas si je pourrais dire argent facile. Parce que pour moi, ça l'est pas. Mais si je suis honnête, dans l'esthétique, on se fait quand même des belles sommes. On va pas non plus cracher dessus. On va pas se mentir ici, Mais voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre, en fait, mon idée derrière. Le vrai propos que j'essaye de poser, en fait. Si vous voulez, ces mêmes personnes, en fait, c'est celles qui ont mis, en fait, en place des règles plus absurdes les unes que les autres, selon moi. Encore une fois, c'est qu'un avis personnel. Les histoires, en fait, où tu ne peux payer qu'en espèces.
En 2026. Attention, hein, je dis pas que j'ai commencé comme ça aussi, hein, avec mes petits moyens, etc. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, en fait, il faut savoir lâcher du lest, en fait. Tu peux pas mettre en place qu'un seul moyen de paiement. En fait, surtout en 2026, quoi. Ouvrir un compte PayPal, par exemple, c'est gratuit. On a les virements bancaires, là, il y a tout maintenant, il y a Wero, il y a... Aujourd'hui, en fait, tu es obligé, selon moi, et même selon la loi, si je dis pas de bêtises, faudrait que je me renseigne, tu es obligé, en fait, de proposer minimum 2 moyens de paiement différents à tes clients. Donc, le délire où tu proposes que de l'espèce en 2026, non. Tu as aussi les histoires où on te rembourse pas ton acompte, quoi qu'il arrive. À quoi sert la compte? Enfin, vous voyez, c'est un peu un abus de règles parce que, alors attention, je suis pas en train de dire que la compte, ça sert à rien et qu'on doit pas prendre d'acompte. Moi, sur cette chaîne, je vous ai toujours dit que prenez des putains d'acomptes. Ça, c'est voilà, non négociable. Mais par contre, je suis désolée, si ta règle, c'est que, en fait, un acompte, ça sert à plusieurs choses. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ça. Mais je suis désolée, la cliente, elle a rendez-vous dans 2 semaines. Elle annule 1 semaine avant son rendez-vous. Tu lui rends son acompte. On est chez des fous, peut-être. Tu lui rends son acompte. Vous voyez, enfin, c'est plein de petites choses comme ça, quoi. Et même sans parler de tout ce qui est les prestations bâclées, parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas fait de formation. Attention, encore une fois, je ne dis pas que ne pas faire de formation, c'est vraiment une mauvaise chose. Moi, j'ai commencé sans formation, vous le savez, j'étais autodidacte, mais moi, je suis quelqu'un de très manuel. Comme plein d'autres beautypreneurs sont des filles qui sont très manuelles et qui peuvent s'en sortir. Mais c'est vrai qu'à un moment, à un instant T dans ta carrière, il va falloir que tu te formes. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont hyper manuelles et que juste en regardant, elles arrivent à reproduire, elles arrivent à capter, elles se documentent par elles-mêmes. Aujourd'hui, tu trouves tout sur Internet, donc voilà. Voilà. Mais là, je parle vraiment en fait des filles qui n'ont pas de technique à rien et qui, par exemple, vont coller les cils entre eux, faire des stickies aux cils des clientes, creuser les plaques de l'ongle, brûler les cheveux des clientes, enfin voilà, tout ça pourquoi? Parce que par manque de connaissances. Alors que si elles avaient fait une formation, tout ça, ça aurait pu être évité. Et en fait, malheureusement, toutes ces choses en fait accumulées, ça a énormément, mais énormément nuit en fait à nos métiers. Coiffeuse, prothésiste ongulaire, technicienne de cils, esthéticienne, bla bla bla. Et selon moi, on a vraiment toutes payé les conséquences de ce genre de comportement. Vous voyez, quand on dit les prestataires d'Insta, les techniciennes d'Insta, les PO d'Insta, les coiffeuses d'Insta, aujourd'hui, moi, ce terme, pour moi, selon moi, c'est un terme qui est hyper péjoratif. Dire, ouais, truc d'Insta, truc de TikTok, truc de Snapchat, c'est que, en gros, c'est un peu comme on dit, vous savez, on va dire Beyoncé de Wish, de Shein, des trucs, enfin voilà, pour accentuer le fait que tu es bas de gamme. Pour revenir à mon propos, parce que là, du coup, je suis en train de un peu trop m'éloigner, les mauvaises, entre grosses guillemets, hein, qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement? En fait, elles ont gaspillé l'image de nos métiers. Elles ont fait exploser la concurrence en plus, et par moments une concurrence déloyale, parce que quand tu n'es pas déclaré et que tu casses tes prix parce que justement tu n'as aucune charge et que les clientes, quand elles viennent chez toi, elles se disent mais attends, pourquoi chez elle je paye 25 € et chez l'autre j'en paye 70, c'est normal en fait. Et ça, en fait, ce genre de mouvement en Île-de-France, ça a été massif. Et tout ça, en fait, ça a rendu en fait des clientes encore plus pointilleuses, encore plus exigeantes, encore plus méfiantes. Elles ont vécu des mauvaises expériences, elles ont été déçues, et maintenant, en fait, elles font beaucoup plus en fait attention avant de donner leur confiance. Et franchement, on peut même pas leur en vouloir. Je vous dis la vérité, on ne peut même pas leur en vouloir. De l'autre côté, t'as les bonnes beautypreneurs. Ce qui est cool, c'est qu'elles ont quand même réussi à renverser la vapeur. Grâce à elles, quand même, elles ont rendu, et là j'inclus encore une fois tous les métiers de l'esthétique, elles ont rendu les métiers de l'esthétique hyper glamour. Hyper j'ai envie de devenir nanana, j'ai envie de devenir nanana, vous voyez, et elles ont montré en fait qu'on pouvait être beautypreneur et être une vraie chef d'entreprise aussi, qu'il y a une possibilité de carrière, que c'est un vrai métier, parce qu'il y a aussi ce truc de tu fais les ongles, t'es coiffeuse, mais c'est quoi ton vrai métier, qu'est-ce que tu fais réellement? Il y a beaucoup eu ça en fait avant ces dernières années. Maintenant quand tu dis je suis PO, je suis nanana, c'est en mode ah oui d'accord, ok, cool. Tu te fais combien de clients? Les gens ils se posent des questions parce qu'ils savent que c'est un métier aujourd'hui qui rapporte, que c'est un vrai métier.
Et tout ça, selon moi en tout cas, c'est grâce aux bonnes beautypreneurs. Et grâce à elles, il y en a beaucoup qui ont commencé à convoiter les métiers, c'est les métiers de l'esthétique, et la demande, en fait, elle a explosé au final. Mais avec cette demande, en fait, la réalité, elle les a vite rattrapés. Parce que en fait, les conditions de travail, elles sont indécentes. En fait, tu peux pas en fait continuer à faire des journées de 12 heures pour des prix qui sont déraisonnables, qui couvrent même pas tes charges en réalité. Les prix ne couvrent même pas tes charges. Et malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui ont baissé leur prix à cause justement de cette concurrence déloyale. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un gros truc et tout. En fait, à un moment, en fait, il a fallu recalibrer. Du coup, augmenter les prix. Et en fait, à juste titre, parce que tu dois être payé à ta juste valeur. Et enfin, pouvoir mettre quand même les métiers de l'esthétique, en fait, au rang qu'ils méritent. Mais aussi, à contrario, t'as ce truc de les bonnes beautypreneurs, ça me fait trop rire de dire ça, mais les bonnes beautypreneurs, elles ont dit, attends, stop, on est mal payé, je travaille tant, j'ai des charges, non, j'augmente mes prix. Mais t'as les mauvaises, entre guillemets, beautypreneurs, elles se sont dit quoi, elles? Attends, elle augmente, mais moi aussi j'augmente, ça me fait plus d'argent. Mais elle paye pas de charge à côté. Si tu veux, en fait, c'est deux mouvements opposés. Donc la dégradation d'un côté des métiers et l'élévation de l'autre, c'est selon moi en fait ces deux opposés qui ont redessiné le marché de l'esthétique qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai été un peu longue, je suis désolée, mais maintenant que vous avez le contexte, que vous comprenez à peu près ce qui s'est passé ces 5 dernières années, je vous pose une question qui d'ailleurs selon moi est nécessaire. Est-ce que, en tant que beautypreneur, peu importe le métier que vous faites, mais en tant que beautypreneur, est-ce que vous avez mis en place une vraie stratégie pour continuer en fait d'attirer de nouvelles clientes régulièrement? Et quand je dis stratégie, je parle pas de juste poster des avant-après, je vous parle d'une vraie stratégie, ok? Un objectif et des steps pour atteindre ces objectifs. C'est quoi votre stratégie ou vos stratégies? C'est quoi? Parce que si la réponse c'est je me contente du bouche à oreille, ou alors je poste pour poster, je poste juste mes prestats comme ça, je poste des avant-après, etc. Avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire 137 000 entreprises, la concurrence qui double, les clients qui consomment plus pareil, etc. Le bouche à oreille seul là, ou juste poster au hasard, ou faire les choses au pif, en fait, ça suffit plus. Si on est honnête, ça ne suffit plus. Et tous ces changements, d'ailleurs, c'est arrivé en quoi? 5 ans, je dirais. Ouais, 5 ans. Ouais, ouais, en 5 ans, il y a tout qui a... Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, la seule chose dont je suis convaincue, et que j'ai toujours été convaincue, c'est que ça, je l'avais flairé. Il y a plusieurs années maintenant, moi j'ai commencé sur YouTube en 2020, et depuis 2020, je vous parle quasiment que des mêmes choses. Quand je parlais de business, de marketing, etc., dans la beauté, en fait, on me regardait peut-être comme une folle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais genre littéralement. Et aujourd'hui, en fait, mes anciennes vidéos, elles me rendent justice. Quand en 2021, en 2022, je vous parlais d'expérience client, de branding, de positionnement, blablabla, les gens ils comprenaient pas pourquoi je parlais de ça dans la beauté. En fait, c'était un peu c'est quoi le rapport? Pourquoi je devrais faire tout ça en fait? Et en fait, le rapport, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, c'est devenu la norme. Chouchouter tes clientes avec un café, un cadeau, un gâteau, une ambiance bien travaillée, une identité visuelle pensée, travaillée, une stratégie, tatata. En 2022, c'était too much, mais en 2026, c'est le minimum. Et il y a un chiffre qui résume tout, c'est que en 2024, tu as 64% des Français qui placent la recherche de bien-être comme motivation principale quand ils vont chez une esthéticienne. 64%. Donc déjà, c'est plus de la moitié. Ils viennent pas juste pour la presta, ils vont venir pour le bien-être, pour l'expérience, pour le moment, pour tout ce que vous voulez. Mais en première position, ils viennent pas pour la prestation. Et ce chiffre-là, en fait, il dit exactement ce que je répète depuis 2020 sur ma chaîne. Le talent, il suffit plus. Ça suffit plus d'être talentueuse dans ce que tu fais. C'est faux. Vraiment, c'est faux. Et quand je dis talentueuse, même juste être bonne, ça sert plus à rien. Parce qu'on t'a pas demandé d'être forcément la meilleure. On t'a pas demandé d'être forcément la meilleure. Tu peux très bien faire ton taf, être excellente, être la meilleure, tout ce que tu veux, mais ça ne suffit plus. En fait, si ton expérience client, elle est nulle, si ton espace, il donne pas envie, si ta cliente, elle se sent mal accueillie, si tu la traites mal, si en fait, tout n'a pas été pensé pour mettre le client au centre de ton business, forcément, ta cliente, elle ira chercher tout ça ailleurs. Et ça, même si techniquement, t'es meilleure. Qu'on soit bien d'accord. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé mon agence, Naira,
Parce que la stratégie de marque dans la beauté, c'est plus un bonus. Vous pouvez plus faire ça. Je me répète, je sais, je vais vous gaver, mais les clientes, elles achètent d'abord avec les yeux. Et ensuite, elles vont revenir pour les émotions, patati patata. Mais si elle vient là, c'est d'abord avec ses yeux, d'abord. D'abord, c'est ça. Elle vient avec ses yeux, c'est comme ça qu'elle achète. Maintenant, pour la fidélisation, la rétention, etc., tous ces termes, une fois que tu lui as fait vivre des émotions et que oui aussi, tu lui as fait une belle prestation, elle revient. Elle reviendra ta cliente. Mais c'est d'abord émotion, expérience et ensuite prestation. Quand je dis ensuite prestation, je suis pas en train de dire que si tu fais une prestation catastrophique, mais que ton service client il est impec, elle reviendra. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que deux filles à niveau égal, si l'une a de l'expérience client et que l'autre n'en a pas, soyez-en sûrs que c'est celle qui a l'expérience client à niveau égal, hein, qui sera considérée comme la meilleure des deux, alors que les deux ont le même niveau. Celles qui me suivent là depuis 2020, ça fait 6 ans maintenant. Vous pouvez en témoigner. En commentaire là, dites-le moi, depuis quand d'ailleurs vous me suivez, mais ça, vous pouvez en témoigner. Les sujets que je posais à l'époque et qui apparaissaient peut-être déconnectés en fait du métier, et ben c'est exactement ce qui font aujourd'hui la différence entre une beautypreneur qui tourne et une qui galère. Donc aujourd'hui, on est clair dans cette nouvelle ère dont je vous parlais, et selon moi, oui, la conjoncture du pays, ça joue. Bien évidemment, bien évidemment que ça joue, c'est un fait. Il y a l'inflation, le pouvoir d'achat, ça, tout ça, je le nie pas. Mais d'un autre côté, en fait, je reste intimement convaincue que les gens, ils ont encore de l'argent. Les gens, ils ont encore de l'argent. Ils dépensent juste en fait autrement. Ils sont beaucoup plus sélectifs. Ce qui passait avant, aujourd'hui, ça passe plus. Les clientes, elles sont aussi beaucoup plus éduquées. Beaucoup plus éduquées qu'il y a ne serait-ce que 3-5 ans. Et de ce fait, du coup, elles sont beaucoup plus exigeantes aussi, quoi. Elles consomment plus de la même façon, ni pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Les clientes, elles veulent plus qu'un résultat technique. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, ça, que tu sois la meilleure, là, tout de suite, tout le monde s'en fout. C'est malheureux, hein. Mais c'est la vérité. Si tu es la meilleure, tout le monde s'en fout. On n'est pas là pour ça, là. On n'est vraiment pas là pour ça en 2026. Je me répète, mais on veut une marque, une expérience, un lien de confiance. Et si tu n'offres pas tout ça à tes clientes, eh ben, elles iront chez celle qui le fait. Tout simplement. Donc, rappelle-toi que le marché, il fait quand même 6,8 milliards d'euros en 2024, dont 3,6 milliards rien que pour les instituts. Et la croissance attendue, elle est de 6 à 8% par an jusqu'en 2027. On est en 2026 aujourd'hui. L'argent, il est là. L'argent, il est là, je vous l'ai dit, l'argent, il est là. Les clientes, elles sont là, mais elles choisissent différemment. Donc, je vais vous poser une dernière question, et à juste titre. Avec tous les éléments que je viens de vous donner, est-ce que, selon vous, on assiste à une pénurie de clientes due à la conjoncture économique du pays, ou est-ce que, tout simplement, on est en train de vivre une nouvelle ère esthétique, et celles qui perdureront seront celles qui l'auront compris et qui auront posé les actions, en fait, pour avoir un beauty business périn? Moi, je pense que vous l'avez compris, mais je pense que c'est la deuxième option. Mais je pense aussi que les deux, elles sont pas incompatibles. Voilà pourquoi, plus tôt, je vous disais que je pense que c'est un peu gris. On n'oublie pas que l'inflation, etc., ça joue aussi. Ça, on est toutes d'accord sur ça. Oui, c'est dur. Oui, l'économie, elle joue. Mais les beautypreneurs qui, aujourd'hui, elles ont un positionnement clair, une marque forte, une expérience client travaillée et une stratégie d'acquisition, elles tournent et elles ont des clientes. Donc, gardez en tête que, encore une fois, selon moi, mais le marché, il n'a pas disparu, il s'est juste élevé. Et maintenant, en fait, il demande à ce qu'on s'élève avec lui. Et je dis ça vraiment parce que je l'ai vécu. Je dis ça aussi parce que c'est exactement la chose qui m'a fait créer mon agence. C'est pour ça aujourd'hui que j'aide les beautypreneurs à structurer leur business pour que ce soit pas juste un métier, mais plutôt une vraie entreprise qui tourne. Parce que tout ça, ça s'apprend. Initialement, quand tu deviens beautypreneur, c'est avant tout pour faire des prestations de beauté, ni plus ni moins. C'est juste parce que tu as envie d'être coiffeuse, mais à ton compte. C'est juste parce que tu as envie d'être maquilleuse, mais à ton compte, etc., etc. Donc tout le côté business, marketing, etc., c'est normal que ce soit pas inné de l'avoir. Et ça, je l'entends, je le comprends et je le sais totalement. Et du coup, maintenant, je veux vraiment vous entendre en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est une crise passagère ou c'est vraiment un changement de fond? Et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous adapter? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.